Juillet 1956. Une étendue plate de terrain d'essai dans le centre de la France. Un groupe d'ingénieurs français se tenait au bord du champ, serrant des porte-blocs et faisant teinter de petits verres de café serré dans la fraîcheur du matin. Plusieurs officiers du service technique de l'armée française étaient descendus de Paris pour voir quelque chose que presque personne, en dehors d'un petit bureau à Rive de Gier, ne croyait possible. Un char plus petit qu'une voiture familiale. Une machine qu'on pourrait dissimuler derrière une haie. Une machine qui, une fois à découvert, braquerait 4 énormes canons sur une cible et l'effacerait. Puis, il déboucha au coin du hangar d'inspection. Les officiers qui observaient éclatèrent de rire. C'était plus fort qu'eux. La petite machine ressemblait à un jouet. Elle culminait à peine à 1,37 m, pas plus haut que la poitrine d'un homme moyen. La coque était plus plate qu'un cercueil. Posée dessus, décalée sur un côté, une tourelle carrée portait ce qui ressemblait à 4 tuyaux de poêle soudés ensemble, 2 de chaque côté. L'ensemble pesait à peu près autant qu'un petit camion. Il avança sur de minuscules chenilles, presque sans bruit, et s'immobilisa exactement à l'endroit où l'ingénieur en chef avait tracé à la craie une ligne sur l'herbe. Un capitaine chevronné de la commission d'essai, tenant une chemise portant la mention « engin léger de combat », fit lentement le tour du prototype. Il se pencha pour examiner la trappe du pilote. Le pilote, allongé à plat dos dans la coque, comme un homme dans un cercueil, lui fit un petit signe de la main. Le capitaine se redressa et regarda l'ingénieur responsable de la conception. Il s'appelait Even. Il travaillait pour une petite entreprise française appelée Brunon-Valette. Il n'avait encore jamais construit de char de sa vie. Le capitaine hocha la tête et souffla quelques mots à son collègue. Celui-ci nota dans son carnet 2 mots que les archives militaires françaises conservent encore aujourd'hui. C'est fou, c'est de la folie. Ce qu'aucun d'eux ne savait ce matin-là, c'est que cette étrange petite machine, ce truc qu'ils appelaient déjà un doodlebug et une boîte à sardines, était en réalité une tentative sérieuse de résoudre l'un des problèmes les plus dangereux auxquels l'Occident se trouvait confronté au début de la guerre froide. Et, durant sa courte existence, elle pousserait l'ingénierie française plus loin dans l'absurde, le génial et l'impossible que presque n'importe quel autre engin de l'époque. Pour comprendre pourquoi une petite ville française près de Lyon construisait un char à 4 canons, grand comme une voiture, il faut remonter à mai 1945. Berlin était tombé. L'armée rouge célébrait sa victoire par un défilé au milieu des décombres. Et, descendant les boulevards de la capitale conquise, apparut quelque chose que les alliés occidentaux n'avaient encore jamais vu. Un nouveau char lourd soviétique bas, brutal, à la tourelle en forme de dôme. Ils l'appelèrent l'IS-3. L'IS-3 avait un blindage incliné en nez de brochet. Les officiers du renseignement occidental l'observèrent à la jumelle et sentirent l'estomac se nouer. Leurs meilleurs canons anti-chars, ceux-là même qui avaient éventré Panthers et Tigers allemands, ne pourraient peut-être tout simplement pas percer ce blindage. Plus inquiétant encore, les soviétiques avaient déjà commencé à exhiber des prototypes d'une bête plus imposante encore, l'IS-4. À la fin de la décennie, une nouvelle génération de chars moyens, le T-54, commencerait à sortir des usines soviétiques par milliers. Transposez maintenant cette image sur une carte. L'armée rouge s'étendait de la Baltique à la Bavière. De l'autre côté du Rhin, l'armée française se reconstruisait sur le désastre de 1940. Elle avait de vieux chars américains, du matériel allemand récupéré et les premiers modèles conçus en France depuis la guerre. Si tu es passionné par la technologie militaire et la Seconde Guerre mondiale, merci de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aidera énormément. Merci. Elle était loin d'avoir assez de blindés lourds pour arrêter une poussée soviétique vers la Manche. Et au début des années 1950, la France se battait aussi en Indochine, puis en Algérie. L'argent manquait, la capacité industrielle était réduite. Chaque franc dépensé pour un char lourd n'était pas dépensé pour un chasseur ou pour la bombe atomique. Alors les planificateurs français posèrent une drôle de question. Et s'ils ne cherchaient pas à vaincre de front les chars lourds soviétiques? Et s'ils construisaient plutôt quelque chose que les soviétiques ne pourraient même pas voir? Cette idée deviendrait, en fin de compte, le programme ELC, engin léger de combat. Véhicule de combat léger, approuvé officiellement en 1955. Le cahier des charges était draconien.
Le véhicule devait peser moins de 6 tonnes. Il devait tenir dans un avion de transport de l'époque. Il devait être assez petit pour se dissimuler dans n'importe quel bosquet. Et il devait emporter une arme capable de détruire les chars soviétiques les plus lourds à environ 1,5 km. 6 tonnes. Pour donner un ordre de grandeur, un char américain Sherman de la Seconde Guerre mondiale pesait environ 33 tonnes. Un IS-3 soviétique pesait 46 tonnes. Le nouvel engin français devrait faire le travail d'un chasseur de chars tout en pesant moins d'un cinquième d'un Sherman. Plusieurs grands industriels français entrèrent dans la course. À MX, le géant de l'armement public. Hotchkiss, un vieux nom de l'armement. Lorraine, un grand industriel. Et puis, il y avait l'Outsider, la petite usine de Rive-de-Gier, dans une bourgade tranquille au sud-ouest de Lyon, appelée Établissement Brunon-Valette. Brunon-Valette fabriquait des ponts, des bouteilles, des châssis de véhicules pour des clients civils. Il n'avait jamais construit de char. Il n'avait jamais rien fabriqué qu'on puisse appeler une arme. Mais ils avaient Even. On sait étonnamment peu de choses sur lui. Son prénom lui-même s'est perdu dans les archives. Il ne figure dans les dossiers que comme l'ingénieur Even, l'homme qui dirigea le projet qui porte son nom. Ce que l'on sait, c'est qu'il avait une vision si radicale que lorsque ses collègues l'entendirent pour la première fois, ils crurent qu'il avait passé trop d'heures à l'atelier sans dormir. L'idée d'Even était simple et presque insultante. Les Soviétiques avaient des géants. La France construirait un nain. Mais le nain porterait 4 marteaux. Sa maquette arriva pour inspection en janvier 1954. L'équipe la dévoila à côté des propositions d'AMX, de Hotchkiss et de Lorraine. Les autres projets étaient tous petits. Celui d'Even était minuscule. Il mesurait à peine 4,6 mètres de long. Il ne faisait guère plus de 2 mètres de large. Avec sa tourelle, il culminait à moins d'1,50 m de haut. La caisse était si basse que le pilote ne pouvait tout simplement pas s'asseoir à l'intérieur. Il devait s'allonger, sur le dos, la tête juste assez inclinée pour voir par une petite fente. Au-dessus de lui, derrière lui et tout autour de lui, se trouvaient la tourelle, le moteur et les munitions. Il n'y avait place pour rien d'autre, pas de place pour un troisième membre d'équipage, pas même pour un siège digne de ce nom. Et puis il y avait les canons, 4, montés par paires horizontales, 2 de chaque côté de la tourelle. Chacun était un canon sans recul Brandt de 120 mm. Pour vous le représenter, imaginez une pièce d'artillerie à peine plus large qu'une canette et aussi longue qu'un homme est grand. Chacun ne pesait qu'une fraction du poids d'un canon anti-char classique. Et chacun tirait un obus capable de percer n'importe quel char alors en service dans l'armée soviétique. Le canon sans recul est une arme ingénieuse. Un canon ordinaire recule violemment au tir. Ce recul doit être absorbé par un lourd mécanisme de recul et un affût massif. Un canon sans recul résout le problème en évacuant une partie des gaz de propulsion par l'arrière de l'arme, ce qui annule le recul. Le prix à payer est un souffle arrière énorme, un cône de feu et de poussière qui jaillit derrière l'arme. L'avantage, c'est qu'on peut monter un très gros canon sur un véhicule très léger. On peut mettre une puissance de feu digne de l'artillerie sur un châssis de la taille d'une Jeep. Even avait fait le calcul. 4 canons sans recul, chacun capable de vaincre n'importe quel char soviétique sur un châssis de la taille d'une Citroën. Tirés à couvert, tirés en salve, les 4 à la fois, ou en séquence, comme un revolver. Une salve capable de détruire un char lourd en une seule seconde. Puis, la petite machine se faufilerait entre les arbres et disparaîtrait. La doctrine qu'il proposait n'était pas une doctrine d'emploi des chars, c'était une doctrine d'embuscade. L'ELC n'irait pas livrer un duel frontal aux blindés soviétiques. Il se cacherait en partisan, puis frapperait comme un serpent. Dans les collines ondoyantes de Belgique ou de Bavière, là où une colonne blindée soviétique pourrait s'engouffrer par une vallée, des dizaines de ces petites machines pourraient être cachées dans des granges, des bois, derrière des murs, dans des meules de foin. Le temps que les commandants de chars soviétiques comprennent ce qui se passait, la moitié de leur colonne brûlerait déjà. L'armée française accueillit la maquette avec curiosité et un certain scepticisme. Si tu es passionné par la technologie militaire et la Seconde Guerre mondiale, merci de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aidera énormément. Merci. Les canons étaient terrifiants. Le gabarit, parfait.
Mais comment, demandèrent les officiers, les rechargeait-on? C'était la question qui allait hanter le projet dès le premier jour. Les 4 canons Brandt de 120 mm étaient fixés à l'extérieur de la tourelle. Leur culasse, la partie où l'on glisse l'obus, se trouvait hors de la coque blindée du véhicule. Pour les recharger, il fallait qu'un homme soit juché sur le char, ou devant, ou derrière. Au combat, un homme rechargeant à la main à découvert était un homme condamné. Even et son équipe proposèrent plusieurs solutions, chacune plus inventive que la précédente. La première faisait intervenir le conducteur. Il ferait pivoter la tourelle de façon à orienter les canons vers l'arrière en direction de sa trappe. Puis, il ouvrirait sa trappe, tendrait le bras et allongé, enfoncerait de nouveaux obus dans les culasses. Sur le papier, c'était astucieux. En réalité, cela prenait un temps fou. Le conducteur, allongé sur le dos, devait hisser un obus de plusieurs kilos jusqu'à une culasse qu'il distinguait à peine et l'y engager. Pendant ce temps, le tireur devait rester là, son armement braqué du mauvais côté, aveugle à l'ennemi. Une deuxième proposition consistait à modifier l'arrière des tubes pour les faire pivoter. La culasse basculerait vers l'intérieur, dans la tourelle, permettant au tireur de recharger depuis l'habitacle. La complexité mécanique était cauchemardesque. Une troisième proposition, jamais réalisée, était la plus ambitieuse de toutes, un chargeur automatique à barillet. On passerait de 4 canons à 2, mais chacun serait alimenté par un magasin de 5 coups, enclenchant un obus neuf toutes les 3 ou 4 secondes. Avec ce barillet, le petit char disposerait de 10 tirs rapides de 120 mm. L'équipage n'aurait jamais à quitter ses sièges. C'était, sur le papier, l'une des solutions les plus élégantes de la conception blindée française. C'était aussi beaucoup trop coûteux et trop complexe pour les budgets de l'époque. Le premier prototype fut achevé en juillet 1955. Les essais commencèrent l'été suivant avec la scène par laquelle nous avons ouvert. Le petit engin marchait, pour de bon. Le pilote, allongé dans la coque, voyait suffisamment bien par sa fente de vision. Le tireur pouvait faire pivoter la tourelle sur 360 degrés. Le moteur, un petit bloc SOFAM français d'environ 160 chevaux, propulsait l'engin de 5 tonnes jusqu'à près de 45 miles à l'heure. Les essais confirmèrent que la puissance de feu était bien réelle. Les canons perçaient les plaques de blindage dressées en cible. L'engin était presque impossible à repérer à quelque distance que ce soit. Mais lors de ces mêmes essais, en 1955 et 1956, l'armée française changeait déjà d'avis. Le problème, c'est que les canons sans recul, malgré leur puissance, n'étaient pas très précis aux portées désormais exigées par l'armée. À environ 1 mile, un canon classique touchait assez régulièrement une cible de la taille d'un char, un canon sans recul qui envoyait son obus sur une trajectoire plus lente et plus tendue, peinait. L'armée se mit à réclamer autre chose. Elle voulait un véritable canon anti-char. Elle voulait un vrai canon. Et elle voulait que le même minuscule châssis l'emporte. Even et son équipe retournèrent à la planche à dessin. La phase suivante du projet donna ce que la plupart des historiens retiennent comme le classique ELC Even. Les 4 canons sans recul avaient disparu. À leur place arriva quelque chose d'aussi remarquable. Une nouvelle tourelle oscillante, montée en léger décalage sur le même petit châssis. La tourelle oscillante est une étrange invention bien française. Au lieu que le canon monte et descende indépendamment de la tourelle, c'est toute la partie supérieure qui bascule d'un seul tenant. Le canon est installé dans un berceau qui bascule avec tout le toit. C'était une configuration rendue célèbre par le char léger AMX-13 et les Français en étaient fiers. 2 nouvelles variantes furent proposées. L'une emportait un seul canon de 90 mm alimenté par un petit chargeur automatique à tambour. L'autre emportait 2 canons automatiques de 30 mm côte à côte, destinés à balayer l'infanterie, les véhicules légers et même les appareils volants à basse altitude. Les 2 tenaient sur le même minuscule châssis. Toutes 2 conservaient l'étrange disposition avec conducteur couché. Elles étaient si petites qu'un adulte pouvait poser le coude sur le toit. L'engin commençait à ressembler à quelque chose que l'armée pouvait réellement acheter. En mars 1959, l'armée française commanda 10 exemplaires de pré-série, 5 avec le canon de 90 mm, 5 avec les canons de 30 mm jumelés.
Brunon-Valette était une entreprise bien trop petite pour gérer une telle commande. La charge fut confiée à un géant, Hotchkiss, le vieil armurier français. En 1961, les 10 véhicules de pré-série sortirent de l'usine. Ils étaient beaux d'une manière étrange, élancés, prédateurs, plus bas que la plage moteur d'un Patton américain. Les équipages qui y montaient, pour la première fois, éclataient souvent d'un rire incrédule. Il y avait à peine de quoi respirer. Le pilote était allongé à plat. Le tireur avait les jambes qui descendèrent dans la coque. On ne pouvait pas s'y mettre debout. Impossible même de s'y tenir assis correctement. Mais on pouvait filer à grande vitesse, se cacher dans le moindre bosquet, et jaillir d'une lisière, canon crachant le feu. Pendant un bref moment, au début des années 60, il sembla que l'étrange rêve de l'ingénieur Even allait vraiment entrer en service. Des essais en unités opérationnelles étaient prévus. On espérait que, grâce à des financements américains, le petit char pourrait être lancé en production de masse. L'argent américain, après tout, avait payé une bonne partie de la modernisation de l'OTAN. Les Américains, toutefois, n'étaient pas intéressés. Ils avaient leur propre programme de chars légers. Le Make-in-Quant 6 Scorpion, le Sheridan, alors sur la planche à dessin. Ils n'allaient pas payer pour un engin français aussi atypique. Et la France elle-même changeait. Au début des années 60, le président Charles de Gaulle avait engagé le pays sur une nouvelle voie. L'indépendance vis-à-vis de Washington. Un moyen de dissuasion nucléaire français. Un programme français de missiles. Un programme français de sous-marins. Un char français, en coopération avec la RFA, qui deviendrait finalement le char de bataille principal à MX-30. Il ne restait tout simplement plus d'argent pour une petite machine singulière fabriquée par une minuscule entreprise près de Lyon. Les essais prirent fin vers 1963. Les 10 véhicules de pré-série furent discrètement retirés du service. Les plans furent classés. L'ingénieur Even reprit le cours de sa vie. Brunon-Valette se remit à fabriquer des ponts et des bouteilles. Et le plus petit char français de la guerre froide entra dans la légende. Mais pas dans l'oubli total. Fait stupéfiant, sur ces 10 véhicules de pré-série, 3 ont survécu jusqu'à aujourd'hui. On peut se tenir à leur côté aujourd'hui au musée C, des blindés de Saumur, dans la vallée de la Loire. Ils sont conservés à l'intérieur, derrière des cordons, écrasés par la masse imposante des chars de bataille d'après-guerre. Les visiteurs passent devant, baissent les yeux et disent presque toujours la même chose. C'est un char ? C'est vraiment un char ? C'en est bien un. Il avait un blindage en acier, des radios militaires, une cocarde de l'armée française et des armes capables de détruire les engins ennemis les plus lourds de son époque. C'était l'œuvre d'une petite équipe dans une petite ville qui travaillait avec presque aucun moyen pour tenter de défendre son pays contre la plus grande armée de terre de l'histoire. Les historiens et les ingénieurs ont tiré plusieurs leçons de l'étrange histoire de l'ELC Even. La première concerne l'ambition. Une poignée d'ingénieurs chez Brunon-Valette, sans la moindre expérience des véhicules blindés, ont conçu un engin qui a failli entrer en service. Ils se sont mesurés au plus grand nom de l'industrie française et ont failli l'emporter. Ils ont prouvé qu'un outsider doté d'une vision claire pouvait encore se faire une place dans un secteur d'ordinaire fermé aux petites entreprises. La deuxième leçon porte sur la doctrine. L'ELC Even n'était pas un char au sens traditionnel du terme. Il n'existait pas pour charger à découvert. Il existait pour se cacher, attendre, frapper depuis les fourrés et disparaître. À une époque où l'Occident était en infériorité numérique en matière de blindés, ce type de réflexion asymétrique avait une réelle valeur. La même logique, des décennies plus tard, a présidé au développement de véhicules à missiles guidés comme le Wiesel allemand et la version anti-char du Striker américain. Léger, discret, mortel. La troisième leçon est plus difficile. L'ELC Even a échoué non parce que l'idée était mauvaise. Il a échoué parce que le monde pour lequel il avait été conçu a changé plus vite que les ingénieurs ne pouvaient le suivre. Au moment où les engins de pré-série sortirent de chaîne, les missiles anti-chars guidés commençaient à apparaître. Des missiles philo-guidés, tirés de l'épaule ou depuis une Jeep, pouvaient désormais détruire n'importe quel char à presque n'importe quelle distance. Pourquoi construire un petit char doté de 4 canons quand un seul homme, muni d'un lance-missile,
pouvait accomplir la même mission depuis une meule de foin. La quatrième leçon est la plus humaine. La petite machine était extrêmement inconfortable pour son équipage. Le pilote restait allongé sur le dos des heures durant, le visage à quelques centimètres du dessous de la tourelle. Il ne pouvait pas s'étirer. Il pouvait à peine changer de position. Par temps chaud, l'intérieur se transformait en four. Par temps froid, en congélateur. Après même un bref essai, les équipages en sortaient, raides, endoloris et tremblants. Quel qu'ait été l'avenir de l'ELC Even au combat, les êtres humains appelés à vivre à l'intérieur avaient été poussés presque au-delà de leurs limites. Il existe, dans les archives militaires françaises, une petite photographie en noir et blanc qui résume tout cela à la perfection. On y voit l'un des engins de pré-série garé à côté d'une Citroën 2 chevaux, la fameuse petite voiture française. Le char est plus bas que la voiture. Il est à peine plus long qu'elle. À quelques centaines de mètres, on pourrait le prendre pour une automobile à la forme étrange, garée le long d'une haie. Et pourtant, d'une simple pression sur la détente, il aurait pu détruire un char de 50 tonnes. Voilà la contradiction au cœur de l'ELC Even. C'était le plus petit véritable véhicule blindé français de son époque et l'un des plus lourdement armés pour sa taille. Il a été construit par des amateurs et a frôlé la production de masse. Il a été adoré par certains de ses équipages d'essai et détesté par d'autres. Il était censé affronter les plus gros chars du monde, et il l'aurait fait en se cachant derrière un poulailler. Aujourd'hui, l'ingénieur Even est presque oublié en dehors d'un petit cercle de passionnés de blindés français. Ces minuscules chars prennent la poussière dans un musée. L'épreuve de force de la guerre froide à laquelle il se préparait n'a jamais eu lieu. Les hordes blindées soviétiques n'ont jamais déferlé par la trouée de Fulda. Le véhicule d'embuscade à 4 canons n'a jamais eu à faire feu pour de bon. Mais de temps à autre, un visiteur passe devant la petite machine à saumure et s'arrête net. Il se penche. Il scrute par la trappe ouverte du pilote. Il voit à quel point il est minuscule, aplati, exigu. Il remarque les moignons où prenaient place autrefois les 4 gros canons. Et il hoche la tête, partagé entre l'admiration et l'incrédulité. Grand comme une voiture, 4 canons. Le char français le plus fou jamais construit. Que pareille machine ait existé en dit long sur l'imagination de la France d'après-guerre. Cela en dit long sur les calculs désespérés des débuts de la guerre froide, quand les planificateurs, se mesurant à un adversaire qu'ils ne pouvaient égaler en effectif, choisirent plutôt l'astuce, la petitesse, la discrétion et la soudaineté. Cela en dit long sur l'ingénieur nommé Even, qui accepta un contrat que personne d'autre dans son entreprise ne voulait, conçut un engin qu'aucun grand constructeur n'aurait osé proposer, et le poussa presque jusqu'à la chaîne de production. Et cela en dit long aussi sur une petite ville tranquille, dans les collines au-dessus de Lyon, où, pendant quelques brèves années dans les années 50, une poignée de constructeurs de ponts et de fabricants de bouteilles ont essayé de bâtir le char le plus petit, le plus étrange et le plus meurtrier du monde. Ils n'y sont pas tout à fait parvenus, mais ce qu'ils ont fait trône encore dans un musée de la vallée de la Loire, et des visiteurs viennent encore, et des visiteurs restent encore figés, et des visiteurs posent encore la même question que le capitaine de l'armée française a posée sur ce champ herbeux, l'été 1956. C'est fou. Ça a vraiment existé? Oui, ça a bel et bien existé. Et pendant un bref moment, merveilleux et étrange, la France a réellement cru que cela pourrait être l'avenir.